Bonjour, je m'appelle Yvan Gatignon, je vais vous raconter des histoires. Vous allez bien jusque-là? Ouais, super. Alors, vous allez commencer par lever la main si vous avez moins de 63 ans. Allez-y, ok, cette histoire vous concerne. Alors, je vais commencer par vous raconter une première histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Sœur Emmanuelle. Si je vous dis Sœur Emmanuelle, quoi vous pensez? Pardon? Le Caire, ouais. Les chiffonniers du Caire, en général, ça dit un peu quelque chose. Alors, ce qui est marrant dans l'histoire de Sœur Emmanuelle, c'est qu'en général, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Alors, Sœur Emmanuelle est devenue sœur à 23 ans. Elle a donc prononcé ses vœux définitifs à 23 ans. Elle a rejoint une congrégation et elle a commencé sa vie professionnelle comme enseignante. Elle était prof de français, Sœur Emmanuelle. Et donc, à l'époque, en tant que prof de français, elle a été affectée dans une école catholique à Istanbul, où elle a enseigné le français aux enfants de la bourgeoisie turque. Et elle a fait ça pendant 20 ans. Donc, au bout de 20 ans, si vous avez suivi, elle avait quel âge? Elle avait 43 ans. Voilà. Elle avait 43 ans. Au bout de 43 ans, alors elle avait quand même un caractère un peu trempé, donc elle s'entendait pas très bien avec sa chef, ce qui arrive, et donc elle a été mutée. Elle a été mutée à Tunis, et à Tunis, elle a fait la même chose. C'est-à-dire qu'elle était prof de français dans une école catholique pour les enfants de la bourgeoisie tunisienne. Et elle a fait ça pendant une grosse quinzaine d'années, 16 ans. Et au bout de tout ce temps, donc elle avait pas loin de 50 ans, elle a été mutée à Alexandrie. Elle n'est toujours pas au Caire, hein, vous me suivez? Elle a été mutée à Alexandrie où elle a été encore prof de français. Et puis, il se trouve que Sœur Emmanuelle, à titre personnel, en plus d'être prof de français, elle s'intéressait beaucoup aux personnes déshéritées et notamment aux personnes les plus pauvres de la société égyptienne. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas complètement échappé à sa hiérarchie. Et à un moment, ça tombait d'ailleurs assez bien. Parce qu'à ce moment-là, on était au milieu des années 60, et il y a eu le Concile Vatican II, pour ceux qui suivent un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, avec la révision de la doctrine sociale de l'Église. Et la stratégie de l'Église, pour utiliser un terme du monde de l'entreprise, la stratégie de l'Église a radicalement changé. En fait, l'Église s'est dit qu'à ce moment-là, vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il y a des... Non, c'est bon. À ce moment-là, l'Église s'est dit que son rôle, sa mission, c'était pas tellement d'aider les plus riches, mais plutôt d'aider les plus pauvres. Et donc, à ce moment-là, on s'est rappelé de ce que faisait Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, elle avait 63 ans. Et à 63 ans, elle s'est installée au milieu des chiffonniers du Caire. Elle s'est installée au milieu des plus pauvres parmi les plus pauvres. Elle avait une petite cahute dans laquelle elle dormait, dans une natte sur le sol. Et elle a consacré 2 premières années de sa vie à aider ces gens-là avec très peu de moyens. Mais elle avait une vraie énergie, une vraie fougue. Et elle a été rejointe dans un premier temps par une mère supérieure qui a aimé son combat. Et puis, elles se sont dit qu'il y avait vraiment des choses à faire. Ensemble, elles sont allées aux États-Unis, elles ont levé de l'argent, elles ont levé des centaines de milliers de dollars, elles y sont retournées des millions de dollars. Et avec ces millions de dollars, ils ont fondé ce qu'on sait aujourd'hui de Sœur Emmanuelle, c'est-à-dire des dispensaires, des écoles. Et quand elle a quitté le Caire, elle avait à ce moment-là 83 ans, elle avait permis à des milliers de familles du Caire de sortir de la pauvreté. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que mon métier, moi, c'est de former ce qu'on appelle la formation au leadership. Donc je suis passionné par qu'est-ce qu'un leader et surtout comment est-ce qu'on devient un leader. Et j'organise des hackathons solidaires. En fait, ce sont où pendant 2 jours, des leaders, des futurs talents des grandes entreprises à tout niveau, hein, quels qu'ils soient, ce n'est pas forcément des grands dirigeants, ils travaillent sur le défi stratégique d'une association. Et ça prend place dans leur parcours de développement parce que mon rêve, c'est que chacun, un jour, dans sa vie professionnelle,
et en particulier ceux qui sont amenés à exercer des responsabilités, mais ils consacrent au moins 2 jours à un sujet d'intérêt général. Et je suis convaincu que si dans les entreprises tout le monde faisait ça, je vous assure que la vie serait plus belle. Et donc c'est ce que je propose aux entreprises. Et dans cette conviction de comment est-ce qu'on devient un leader, et avec cette idée que vous avez comprise que le leader il est au service des autres, quand on regarde le parcours de ceux aujourd'hui qu'on considère comme étant des leaders, il y a toujours, de mon expérience, toujours la rencontre entre une personne et un projet. J'ai écrit un bouquin sur le leadership, ça s'appelle 52 leçons de leadership inspirées d'histoires vraies, ce qui m'a amené à m'interroger, à regarder la vie de 52 leaders. Et ce qui est étonnant d'observer, c'est qu'il y a toujours cette rencontre. Vous prenez Sœur Emmanuelle, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, mais ça se trouve, Sœur Emmanuelle, elle aurait été dans n'importe quel autre contexte, à n'importe quel autre moment, elle ne serait pas devenue Sœur Emmanuelle. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est « Et vous ? C'est quoi votre projet ? C'est quoi le projet qui va faire de vous un leader for good, un leader à impact positif ?» Alors je pense que si vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est que soit vous l'avez déjà trouvé, levez la main, là, ceux qui ont déjà trouvé le projet, ah, il y en a, ouais, super, quelques-uns. Et puis il y en a peut-être qui ne l'ont pas encore trouvé, il y en a peut-être qui ne le cherchent pas, mais peut-être qu'il y en a qui le cherchent. Et c'est très bien, et c'est super, vous êtes les bienvenus. Alors comment est-ce qu'on fait pour le trouver? Alors le premier truc que je vais vous dire, c'est qu'il y a une tentation qui consiste à penser que le projet il arrive par hasard. Ok, un peu, en fait, elle a eu de la chance, Sœur Emmanuelle, non? Elle est tombée au bon moment, au bon endroit, etc. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Marcel Ravida. Personne ne connaît Marcel Ravida. Il y a des gens qui connaissent Marcel Ravida? Non. Si je vous parle de la grotte de Lascaux, ouais. Vous vous rappelez comment elle a été découverte, la grotte de Lascaux? Alors, de quoi est-ce qu'on se souvient en général? L'histoire de la découverte du grotte de Lascaux. Il y a une histoire avec des enfants, ouais. Une histoire avec un chien. En général, les gens se rappellent d'une histoire avec un chien qui tombe dans un trou. Hein, voilà. Alors effectivement, c'est vrai, hein, il y a bien une histoire d'un chien qui tombe dans un trou. On va développer un tout petit peu. On est en 1940. Marcel Ravida a 17 ans. C'est un dimanche. Il est avec 6 de ses camarades. Il se promène dans la forêt après un orage. Cet orage a déraciné un arbre. Il est avec ses chiens et son chien tombe dans un trou. Le trou est profond. Il va chercher son chien. Il est quand même surpris par la profondeur du trou, quoi. Bizarre quand même. Et Marcel Ravida est un gamin curieux. Le jeudi d'après, rappelez-vous, hein, donc en 1940, c'était les jours fériés à l'école, enfin les jours chômés à l'école. Le jeudi d'après, il va revoir ses 6 camarades et il leur dit ça vous dit là, on va creuser un peu ce trou, là, ça m'intrigue quand même, on va voir ce qu'il y a dedans. Et les 6 camarades refusent. Ils ont bien mieux à faire que d'aller dans le trou. Marcel Ravida se dirige vers le trou, il croise 3 autres gamins, il les embarque, ils partent à 4, ils ont juste un canif, ils commencent à creuser, et là ils creusent et commencent à trouver un truc, ils rampent à travers les éboulis et tout ça. Et à ce moment-là, ils n'ont que des lampes à huile, donc ils commencent à voir qu'il y a un peu des trucs, ça les intéresse. Le dimanche d'après, ils reviennent, cette fois avec des pelles, des pioches, ils y vont, ils ont pris des lampes à acétylène, et là, voilà, devant eux, les peintures rupestres, c'est magnifique. Ils ont vraiment l'impression d'avoir découvert un trésor. Ils retournent dans leur village, ils vont voir l'instituteur, Léon Laval, qui essayent de convaincre de les emmener voir ce trésor. Et Léon Laval, moyen quoi. Si vous voulez aller se rouler dans la boue pour aller voir des peintures sur une grotte. Et donc ils commencent par refuser, et puis finalement, à force, ils arrivent à le convaincre. Et ce qui arrive à le convaincre surtout, c'est qu'il y a une vieille dame en fait qui se trouve être là dans la discussion et qui dit puisque c'est ça, moi j'y vais. Et donc là, l'instituteur, un peu piqué au vif, se dit qu'il va y aller aussi. Il y va, il rentre, et là, et il découvre la grotte de Lascaux. Il rentre dans son village, il appelle le muséum, et toute la suite de l'histoire, les gens la connaissent. Alors moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vous, hein, vous imaginez ces 7 gamins-là. Vous êtes lequel parmi les 7?
Vous êtes Marcel Ravida qui suit sa curiosité, ou bien vous êtes les 6 autres qui restent à la maison. En fait, très souvent, quand on regarde l'histoire des leaders, donc on a toujours cette rencontre entre un projet et une personne, mais on a toujours aussi cette idée de savoir ce que les gens font de ce qui leur arrive. En fait, il y a de la curiosité, il y a de la ténacité, et il y a une certaine envie d'avancer, une certaine envie de faire. Et donc la deuxième question que j'ai envie de vous poser, issue de cette deuxième histoire, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites de ce qui vous arrive? Parce que ce qui vous arrive, vous ne pouvez pas en faire grand-chose, vous ne pouvez pas agir dessus. La façon dont vous réagissez sur ce qui vous arrive, ça c'est évidemment sur lequel vous pouvez agir. Vous êtes toujours avec moi? Ouais. Il y a un troisième leader dont je vais vous parler, qui est un leader inspirant, tellement inspirant qu'on le voit un peu partout, il est en photo là-bas, juste derrière. C'est Nelson Mandela. Alors qu'est-ce que Nelson Mandela il nous apprend? Je pense que Nelson Mandela il nous apprend beaucoup de choses. Et si on refait les 2 premières questions qu'on a vues ensemble, il y a sans doute des choses à aller creuser dans l'histoire de Nelson Mandela. Moi, il y a une chose moi, qui m'intéresse dans l'histoire de Nelson Mandela, c'est sur la façon dont il s'est construit son combat. Nelson Mandela, vous le savez peut-être, était l'un des tout premiers avocats noirs en Afrique du Sud. Et il raconte dans sa biographie un moment où il a eu un déclic. Et ce moment est vraiment tout bête. Il avait 22 ans, il a été recruté donc, dans un cabinet d'avocats à Johannesburg, qui n'était pas sa ville, donc il était un peu perdu à Johannesburg. Et à Johannesburg, le cabinet dans lequel il était tenu entièrement par des Blancs et les secrétaires elles-mêmes étaient blanches. Et un jour, il travaillait avec une des secrétaires et il était assis à côté d'elle et il travaillait sur un des dossiers du cabinet. Et un client blanc est rentré dans le cabinet. Et pour la secrétaire, c'était inenvisageable, inacceptable qu'un homme blanc puisse considérer qu'elle recevait des ordres d'une personne noire. Et donc, elle s'est tournée vers Nelson Mandela et lui a dit Nelson, est-ce que vous voulez bien aller me chercher un shampoing à la droguerie au coin de la rue? Et à votre avis, il a fait quoi, Nelson? Nelson, il s'est levé, il est allé chercher le shampoing. Okay? Parce que voilà, c'était comme ça, quoi. Et quand il est rentré, il s'est dit que, finalement, est-ce que c'est normal, ce truc-là? Est-ce que c'est normal que moi, je ne puisse pas être un avocat parce que ma peau n'est pas de la bonne couleur? Mais est-ce que c'est normal que cette femme-là, elle se comporte de manière aussi absurde? Cette femme blanche, elle n'est pas plus bête qu'une autre, elle n'est pas méchante, elle est juste embarquée dans un système qui est mauvais. Donc, à partir de là, ce n'est pas forcément les gens qu'il faut changer, c'est le système. Et c'est le combat qu'il a mené. Et quand on regarde l'histoire de Nelson Mandela, la façon dont il a mené son combat a toujours été un combat de réconciliation, en partant du principe que les gens, les hommes et les femmes, ne sont pas forcément des idiots, des méchants, mais qui sont dans un système qui est mauvais. Et c'est le système qu'il faut changer. Moi, l'enseignement que j'en tire de Nelson Mandela, c'est et vous, c'est quoi le combat? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez changer dans le monde? Et ça, c'est quelque chose qu'on observe très souvent. C'est-à-dire que ce qui est le driver, le moteur de beaucoup des leaders, c'est à un moment un sentiment, une forme de colère, quelque chose qu'ils jugent être inacceptable. Et ça peut être des inacceptables très grands. Hein, voilà, je trouve inacceptable qu'il y ait 150 000 enfants qui décrochent chaque année de l'école. Ça, c'est inacceptable. Ou des beaucoup plus simple, qui est que peut-être que dans mon entreprise, je trouve inacceptable qu'on ne se dise pas bonjour et comment ça va en se posant vraiment la question pour de vrai. Et c'est à partir du moment où vous avez identifié ce combat, quelque chose qui vous touche émotionnellement,
que vous pouvez faire changer en commençant par changer vous-même. Cette idée de dire que on change d'abord soi-même, ça a été beaucoup dit depuis ce matin. Ça m'a fait penser à une autre histoire qui est très simple, que j'avais entendu dans une conférence d'Emmanuel Faber. Donc, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Emmanuel Faber, qui est PDG de Danone. Bon, tout le monde n'apprécie pas forcément Emmanuel Faber, il a des qualités et des défauts, je pense comme tout le monde. Mais je trouve que c'est un dirigeant qui me semble être assez inspirant. Et il racontait une histoire toute bête. Il disait qu'un jour, il était dans sa voiture sur le périphérique parisien et il était pris dans un bouchon. Voilà, ce sont les choses qui arrivent. Peut-être que certains ce matin l'ont vécu. Il était pris dans un bouchon, il faisait beau, il faisait chaud, sa fenêtre était baissée, la fenêtre des autres voitures à côté était baissée. Et puis il y avait un type dans la voiture d'à côté qui était au téléphone et qui gueulait « Ouais, je suis encore coincé dans un bouchon, c'est à cause de tous ces connards là, sur la route. » Alors, donc Faber, il a moyennement apprécié de se faire traiter de connard, évidemment, mais ça lui a quand même donné à réfléchir, parce que finalement, c'était intéressant de constater que du point de vue de l'autre, le problème, c'était lui, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser que le problème, c'est les autres, et puis à un moment, on réalise que, vu de l'autre, le problème, c'est soi. Et il a une formule que j'ai trouvée très intéressante, que je vous livre. Il résume ça en disant « J'ai découvert que, en fait, je n'étais pas dans un embouteillage, j'ai découvert que j'étais l'embouteillage. » Vu de l'autre, hein, d'accord ? Et ça, évidemment, une fois qu'on a fait ça, c'est super intéressant, parce qu'en fait, on se dit, en fait, ok, je ne suis pas en France, je suis la France. Ok. Je ne suis pas à la fabrique du changement, je suis la fabrique du changement. Je ne suis pas dans une conférence d'un type là qui parle de For Good, je suis la conférence. Et ce qui est vrai, en fait, de mon point de vue, vous êtes la conférence. D'accord ? C'est-à-dire que finalement, la façon dont vous-même vous allez réagir avec moi, vous allez me regarder, sourire ou pas sourire, ça va avoir un impact sur ce qui va se passer entre nous, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc à partir du moment où on conçoit ça, on parlait d'alignement tout à l'heure, mais on réalise que nous sommes nous-mêmes ce que nous croyons être parfois étrangers, à ce moment-là, on voit à quel point, eh bien, on peut tout faire changer. Ben ouais, parce que si je change moi, en fait, je fais tout changer, tout le système. Donc c'est un message d'espoir que je trouve absolument magique et que je me permets de partager avec vous, puisque vous pouvez tout faire changer en commençant par vous-même. Je ne voudrais pas quand même qu'on se quitte sur un mauvais message. Ce mauvais message pourrait être de croire que, il n'y a que les gens qui ont changé le monde qui comptent. Parce qu'il y a des gens qui ont changé le monde, on a parlé de Sir Emmanuel ou Nelson Mandela, c'est formidable. Moi, mon message, il est beaucoup plus basique que ça, quoi. Et pour ça, je vais vous raconter l'histoire des Beatles. Certes, ils ont changé le monde, mais ce n'est pas cette histoire-là que je vais vous raconter. Alors, avant de vous parler des Beatles, il y a dans toutes les salles des gens qui connaissent tous les albums des Beatles. Je voudrais que vous levez la main, ceux qui connaissent tous les albums des Beatles. Voilà, bravo, super, génial. Donc c'est encore aujourd'hui quand même un groupe qui fait référence. Comment s'appelle le batteur des Beatles? Donc en général, j'en connais John Lennon, Paul McCartney. Le nom du batteur, il s'appelle Ringo Starr. Voilà, vous êtes formidable. Donc c'est le deuxième en partant de la gauche, Ringo Starr. C'est l'histoire de Ringo Starr que je vais vous raconter. Nous sommes en 1963. Les Beatles rentrent leur première tournée qui était à Hambourg. Ils rentrent à Liverpool, ils s'apprêtent à enregistrer leur premier disque. Ils ont perdu leur batteur entre-temps et ils cherchent un batteur. Donc voilà, ils recrutent un batteur à Liverpool, ils font passer les auditions et John Lennon penche pour un type qui s'appelle Ringo Starr. C'est son nom de scène. Bon, on aurait pu choisir autre chose, il a choisi Ringo Starr. Bon, ok. Et ils arrivent en studio et Ringo Starr commence à jouer sous l'œil attentif du manager des Beatles, qui s'appelle George Martin, et qui est quand même vraiment pas convaincu par ce type-là, qui joue pas très bien. On sent que c'est vraiment un débutant. Le manager des Beatles le trouve tellement mauvais qu'il décide tout simplement de supprimer sa piste sur l'enregistrement et le remplacer par un batteur professionnel. Ce qui fait que le premier tube des Beatles, qui s'appelle Love Me Do, certains connaissent Love Me Do, est la seule chanson des Beatles sur laquelle le batteur n'est pas Ringo Starr. Parce que c'est la suite de l'histoire qui est intéressante.
Donc vous imaginez, hein, vous avez John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, et puis, comment tu t'appelles toi déjà? Ringo Starr, qui a été recruté, qui est voilà, pas forcément apprécié par le manager. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes John Lennon, vous faites quoi? On le garde ou on le vire? Vous connaissez la fin de l'histoire. Donc ils ont choisi de le garder. Non seulement ils ont choisi de le garder, mais ils ont choisi de faire de lui, comme ça a été dit dans sa biographie, un Beatles à part entière. Alors comment est-ce qu'ils ont fait pour faire, pour faire de lui un Beatles à part entière? Eh bien, ils lui ont donné confiance, ils l'ont écouté, ils lui ont donné du feedback, de la reconnaissance. Ouais, ils ont fait tout ça. Ils ont fait un truc en plus. C'est qu'ils lui ont demandé sur tous les disques des Beatles, et ça va le suivre toute sa carrière, de chanter une chanson. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent les Beatles, vous savez peut-être que sur chacun des disques des Beatles, il y a une chanson qui est chantée par Ringo Starr, le batteur. Non mais attends, je comprends pas là. Pourquoi tu vas demander à un batteur de chanter une chanson? Parce que c'est un excellent chanteur? Non, pas parce que c'est un excellent chanteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont identifié chez Ringo Starr un talent qui n'est pas forcément technique. Ça n'a jamais été un virtuose de la batterie, en fait, Ringo Starr. Mais c'est un vrai musicien, c'est quelqu'un qui a une vraie musicalité. Et en développant sa musicalité, ils vont faire quelque chose de formidable. Ils vont vraiment l'aider d'une part à devenir un vrai Beatles, mais ils vont aussi faire en sorte de créer le son Beatles. Pour ceux qui connaissent les Beatles, qui aiment les Beatles, vous savez que la batterie est un instrument qui est utilisé de manière harmonique, en fait, chez les Beatles. Alors, on se quitte avec cette dernière question. Et vous? Qui allez-vous aider? C'est qui votre Ringo Starr à vous? Hein, je parle de la personne voilà, que vous connaissez, bien, pas bien, et puis vous dites que cette personne-là, ouais, vous pouvez peut-être lui changer la vie. Et donc le leader for good, pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de changer le monde, il n'y a pas besoin de changer la vie de centaines de milliers de personnes. Si vous changez la vie de juste une personne, c'est super, vous aurez fait le taf. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup. Yeah.